réduire la consommation de carburant, je peux circuler un peu en dessous des limitations de vitesse, réponse A. Adopter une conduite souple, réponse B. Anticiper, réponse C. Faire chauffer mon véhicule avant de partir, réponse D. Qu'est-ce qui augmente la consommation de carburant? Plus j'accélère fort ou souvent, plus je consomme. Et moins je suis attentif, et plus ma conduite sera dangereuse et consommatrice de carburant. Pour limiter ma consommation de carburant, je limite les accélérations inutiles. Pour cela, j'anticipe, pour adapter mon comportement. C'est le principe de la conduite souple. Bonne réponse A, B et C. Dans les deux situations, je circule sur autoroute. Dans la situation 1, après le panneau, je pourrais rouler jusqu'à 110 km/h, réponse A, 130 km/h, réponse B. Dans la situation 2, je peux rouler jusqu'à 110 km/h, réponse C, 130 km/h, réponse D. Pourquoi la vitesse est-elle abaissée par temps de pluie? L'eau, la neige, les graviers réduisent l'adhérence au sol. Les risques d'accident sont plus importants. Perte de contrôle, allongement des distances de freinage, etc. Sur autoroute, en règle générale, la limitation de vitesse est de 130 km/h. Par temps de pluie, la limitation est abaissée à 110 km/h. Bonne réponse B et C. Pour éviter une surconsommation liée à la climatisation, je limite à 5 degrés la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Réponse A. J'aère le véhicule avant d'allumer la climatisation. Réponse B. Je laisse toujours la climatisation en mode automatique. Réponse C. Je ferme bien les fenêtres lorsque j'utilise la climatisation. Réponse D. La climatisation impacte-t-elle la consommation de carburant? Un écart de 8 degrés entre l'intérieur et l'extérieur engendre de 16 à 20% de surconsommation sur route. Pour limiter ces effets, je stationne le plus possible à l'ombre et j'aère le véhicule avant de partir. Et je règle la climatisation avec un écart maximal de 5 degrés avec l'extérieur, et je ferme les fenêtres lors de son utilisation. Sinon, aucun intérêt de l'utiliser. Bonne réponse A, B et D. Ce panneau indique un emplacement d'arrêt d'urgence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce qu'un emplacement d'arrêt d'urgence? Il permet de s'arrêter en cas de malaise ou de panne mécanique, par exemple. Ce panneau désigne un emplacement d'arrêt d'urgence. Bonne réponse A. Pour éviter la somnolence en conduisant, j'ouvre la vitre. Réponse A. J'augmente le son de la radio. Réponse B. Je fais des pauses. Réponse C. Comment éviter la somnolence au volant? Je fais une pause toutes les 2 heures. Je peux dormir, prendre un café, faire des étirements, boire de l'eau, marcher, etc. Mais je dois faire au moins 15 minutes de pause pour qu'elle soit efficace. La somnolence est en cause dans environ 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Bonne réponse C. La polyconsommation augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Diminue le temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que la polyconsommation? C'est le fait de consommer simultanément médicaments, drogues ou alcool. Cela multiplie le risque d'accident. Une personne en bonne santé a un temps de réaction d'environ 1 seconde. Ce temps peut augmenter à cause de substances psychoactives, de soucis, etc. Bonne réponse A et D. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je klaxonne. Réponse D. Que peut-il se passer? Je risque de rencontrer des usagers en sens inverse. Si ma vitesse n'est pas adaptée, je risque d'occasionner des dégâts matériels sur mon véhicule en passant sur le ralentisseur. Je ralentis et je passe avec prudence. Bonne réponse A et C. Je m'arrête obligatoirement. Réponse A. Je garde le pied devant le frein.
Réponse B. Je contrôle avec attention. À gauche. Réponse C. À droite. Réponse D. Que peut-il se passer? Des usagers peuvent circuler sur l'anneau. En gardant le pied devant le frein, j'adapte l'allure et peux éviter de m'arrêter. Bonne réponse. B et C. J'utilise de préférence des chaînes à neige, réponse A. Des pneus à crampons, réponse B. Je conduis en souplesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? L'adhérence au sol est nulle si je n'utilise pas les bons pneumatiques ou le bon équipement. Une allure et une conduite inadaptée augmentent les risques d'accident. J'utilise de préférence des chaînes à neige et j'adopte une conduite souple. Bonne réponse A et C. Le croisement est difficile. Je suis prioritaire? Réponse A. Je passe? Réponse B. Je m'arrête? Réponse C. Je serre à droite? Réponse D. Quelle est la règle? Si la manœuvre est simple et n'entraîne pas de difficultés particulières, je facilite le passage à l'usager en face. Démarrer en côte est plus compliqué que de s'arrêter en descente ou de reculer en sens inverse de la pente. Je suis donc prioritaire. Je serre à droite et je passe avec prudence. Bonne réponse A, B et D. L'installation au poste de conduite s'effectue dans l'ordre. Siège, volant, rétroviseur, ceinture. Réponse A. Ceinture, rétroviseur, volant, siège. Réponse B. Volant, rétroviseur, siège, ceinture. Réponse C. Rétroviseur, volant, siège, ceinture. Réponse D. Pourquoi faut-il respecter un ordre pour l'installation au poste de conduite? En fait, c'est un ordre logique. Je positionne bien mon corps en fonction de l'accessibilité des commandes, pour régler ensuite les différents éléments. Je règle dans cet ordre: le siège, le dossier, le volant, les rétroviseurs, puis la ceinture. Bonne réponse A. Ce véhicule est équipé d'un radar de recul? Réponse A. De l'ESP? Réponse B. Du système Stop and Start? Réponse C. D'une boîte de vitesse manuelle? Réponse D. Comment savoir quels sont les équipements du véhicule? Les boutons comportent tous une indication qui précise leur utilité. Le levier de vitesse fonctionne en ligne droite. Il s'agit d'une boîte de vitesse automatique. À droite du levier, je vois que le véhicule est équipé d'un radar de recul, bouton avec la lettre P et le cône, et du système Stop and Start, bouton avec le A encerclé. À gauche du levier, je peux voir qu'il est équipé de l'ESP, bouton avec la voiture qui dérape. Bonne réponse A, B et C. La visibilité dans l'intersection est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête au marquage au sol devant moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il? J'aborde une intersection réglée par un stop. En face, les usagers rencontrent aussi un stop. La visibilité est très bonne. Aucun usager ne semble arriver. Je m'arrête au niveau de la ligne de stop pour m'en assurer. Bonne réponse A et C. Ce radar fonctionne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Indique que je suis en excès de vitesse? Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est ce type de radar? C'est un radar pédagogique. Il rappelle aux usagers en excès de vitesse d'être plus vigilants. Il ne me verbalise pas. Je circule à 39 km/h. Je ne suis pas en excès de vitesse. S'il ne fonctionnait pas, il n'afficherait aucune vitesse. Bonne réponse A et D. Placer mes mains sur la moitié supérieure du volant à l'extérieur de la couronne permet un meilleur confort de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une meilleure manipulation du volant. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Pourquoi la position des mains sur le volant est-elle importante? Cela permet d'avoir des bonnes trajectoires, d'accéder facilement aux commandes, de retarder l'arrivée de douleurs musculaires et de pouvoir agir lors d'une situation d'évitement. Je dois avoir les deux mains placées sur la moitié supérieure de la couronne. Bonne réponse A et C. Je maintiens l'allure? Réponse A. Je ralentis? Réponse B. Je serre le bord droit de ma voix? Réponse C. Je serre le bord gauche de ma voix? Réponse D. Quels sont les risques? Le véhicule d'intervention protège un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Je risque de rencontrer des piétons à proximité des véhicules arrêtés. Chaque année, plus de 60 véhicules d'intervention sont heurtés. Je ralentis et je serre le bord gauche de ma voie pour limiter le risque d'accident. Bonne réponse B et D. La signalisation indique un passage à niveau. Sans barrière, réponse A. Muni de demi-barrière, réponse B. La plupart des accidents au passage à niveau est dû au non-respect des règles de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques à un passage à niveau? La signalisation peut être en panne, mais c'est très rare. Je ralentis pour limiter les dégâts matériels, mais aussi pour m'assurer qu'il n'y a pas de danger imminent. Le panneau triangulaire signale un passage à niveau sans barrière. La plupart des accidents au passage à niveau ont lieu suite au non-respect des règles. Bonne réponse A et C. Le cycliste est un usager vulnérable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sa zone d'incertitude se situe devant lui, réponse C. Sur les côtés, réponse D. Quelles précautions prendre à proximité des cyclistes? Je dois adapter l'allure et anticiper leur déplacement. Pour éviter de les gêner, je respecte une distance latérale de sécurité. Tous les usagers ont des zones d'incertitude. Celle du cycliste se situe devant lui et sur ses côtés. Bonne réponse A, C et D. Ce panneau annonce une vitesse. Conseillé à 30 km/h, réponse A. Obligatoire à 30 km/h minimum, réponse B. Ne pas respecter cette indication augmente le risque d'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique ce panneau? Il s'agit d'un panneau de vitesse conseillée à 30 km/h. Il est implanté pour signaler aux usagers qu'une vitesse inférieure pourrait être gênante. Ne pas respecter ce conseil pourrait être gênant mais aussi accidentogène. Bonne réponse A et C. Il pleut fortement, j'allume. Les feux de position seule? Réponse A. Les feux de croisement? Réponse B. Les feux de route? Réponse C. Les feux de brouillard avant? Réponse D. Dois-je voir ou être vu? Dès lors que la visibilité vers l'avant est réduite, je dois tout faire pour que les autres usagers puissent me détecter suffisamment tôt sans les gêner. De jour, inutile de tenter de mieux voir. Les feux de brouillard peuvent être utilisés en complément des feux de croisement en cas de brouillard, de fortes pluies et de chute de neige. Bonne réponse B et D.